Bonsoir. Le Parlement camerounais est réuni depuis hier en session ordinaire du mois de juin. Une session qui va certainement donner lieu à des débats sur des sujets majeurs de l'actualité politique, sociale et même économique de notre pays. Au cœur des propositions pour tenter de décrisper le climat sociopolitique et résoudre les crises sécuritaires dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays, le Social Democratic Front. Nous tenterons de comprendre avec notre invité au cours de ce programme pourquoi les solutions préconisées par le SDF jusqu'ici n'ont jamais été appliquées. Le parti que dirige Ni-John Fundi, dans un autre pan de cette émission, est arrivé 4e à l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Qu'est-ce qui peut justifier cet échec de la formation politique et comment se prépare-t-elle pour les futures échéances électorales? Également, un tour d'horizon de l'actualité dans notre pays avec notre invité en tout début de cette émission. Bienvenue à Parole d'Homme sur Canal 2 International. Joshua aussi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'invité de Parole d'Homme ce soir. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes premier vice-président du Social Democratic Front, parti que vous avez rejoint en mars 1991 et dans lequel vous militez jusqu'à ce jour. Vous êtes également ancien candidat, on l'a suffisamment dit, à l'élection présidentielle, l'élection de 2018. Député à l'Assemblée nationale du Cameroun, vous êtes également expert en aviation civile dans une autre vie et l'un des vice-présidents de la Fédération camerounaise de football. On va s'arrêter jusque-là pour ne pas passer la soirée à dérouler votre CV. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Et puis, très bonne, comment dirais-je, très bonne soirée ou très bonne émission à tous ceux qui nous regardent. Voilà. Merci. Si vous en avez convenance aussi, je vous propose d'ouvrir cette émission en regardant un tout petit peu, en revisitant l'actualité politique dans notre pays. Et l'actualité justement politique un tout petit peu récente de nous, c'est celle relative aux marches d'un parti politique, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui crie depuis l'élection d'octobre 2018 un hold-up électoral en organisant ce qu'elle appelle des marches blanches à travers le pays. Il y en a encore eu samedi dernier. Quel regard portez-vous au SDF sur ces marches blanches du MRC? Alors je pense que notre première démarche avait été d'aller vers le MRC et nous leur avons proposé de mettre sur pied une commission, un comité de travail. Ce travail a été fait, sachant qu'ils sont occupés avec les procédures judiciaires et autres. Nous avons fait un travail de préparation donc on a développé en quelques pages seulement la feuille de route d'un comité pour la libération de tous les prisonniers politiques au Cameroun que nous leur avons proposé il y a de cela quelques mois. Malheureusement, cette initiative, malgré le fait que j'avais reçu un écho favorable de tous ceux que j'ai pu rencontrer, y compris le premier vice-président de ce parti, Mamadou Mouta, qui est venu me voir personnellement à Douala. Il m'a rassuré que dans les jours à venir, il ratifierait ce document pour qu'on puisse commencer à travailler. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons toujours. Donc, moi, je considère qu'on a été mis de côté. Et donc, voilà. Donc, vous savez que au niveau du littoral, par exemple, le président régional avait appelé à une grande marche le 23 juin. Malheureusement, le MRC a appelé pour une autre marche le 26, c'était le 23 janvier, oui. Et le MRC avait appelé pour une autre marche le 26. Nous n'avons pas bien compris la démarche non plus à ce moment-là. Je pense qu'au niveau du parti, c'est ce que je peux dire, c'est à ce niveau que je peux m'arrêter. Maintenant, le jour que le MRC voudra bien ou pensera que le SDF peut être utile, je pense que ça sera à eux de venir vers nous. Quel était l'objet de la marche appelée par Jean-Michel Nietzsche le 23 janvier dernier? Les détournements massifs de la CAN. On venait de nous retirer la CAN et donc au niveau le comité exécutif régional du littoral avait décidé de manifester dans les rues pour que ceux qui sont coupables des détournements massifs
sur ce projet de la CAN soit puni. Voilà. Est-ce que, en d'autres termes, je vous repose la question, est-ce que le SDF est solidaire des marches du MRC? Nous sommes solidaires Nous sommes pour la justice sociale. Nous sommes pour la démocratie. Nous sommes pour la liberté d'expression. Donc ce n'est pas parce que c'est le MRC, même si c'était le RDPC qui descendrait dans les rues pour manifester, nous, en tant que sociodémocrates, nous ne pouvons qu'être solidaires parce que c'est ce que nous prônons et c'est ce que nous voulons donner au Cameroun. Malheureusement, je pense que quelque part le MRC a la mauvaise stratégie, a la mauvaise approche parce que force est de constater que jusqu'à présent, ça ne marche pas. Mais effectivement, nous sommes solidaires. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus puisque nous voulons le changement dans ce pays. Nous sommes pour les libertés d'expression, nous sommes pour la démocratie, etc., etc. On vous dira, Joshua, aussi que si vous êtes solidaire, pourquoi vous ne rejoignez pas cette marche? Un appel, par exemple, du président du SDF. Ce n'est pas des marches de l'opposition. Et d'ailleurs, au Cameroun, on tend à faire de l'opposition un panier. Dans l'opposition, il y a l'extrême droite. Dans l'opposition, il y a l'extrême gauche. Dans l'opposition, il y a le centre gauche auquel moi j'appartiens. Moi, je suis fondamentalement sociodémocrate. Okay. Et donc, ce n'est pas parce que je suis fondamentalement sociodémocrate que quand un parti, parce qu'il est dans l'opposition, se met à marcher, que je veux courir et marcher avec eux. Nous avons notre agenda, nous sommes structurés, nous sommes organisés. Et le jour, quand Jean-Michel Nietzsche, président régional du littoral, a demandé de marcher, étant un de ses militants dans le littoral, j'étais à la marche avec lui. Et nous avons marché. Joshua, aussi, un autre constat justement, depuis le début de cette marche du Social Democratic Front, on a parfois vu une répression violente de nos forces de défense. Du MRC. Du MRC, voilà. Justement, on a parfois vu une répression violente des forces de défense et de sécurité, mais depuis lors, aucun communiqué du SDF pour condamner ce qui se passe justement lors de ces marches. Je vais vous dire deux choses. Je pense que au sortir de l'élection présidentielle, en tant que candidat du SDF, j'ai pris acte de la décision du Conseil constitutionnel et le SDF, et j'ai dit personnellement déjà, et en tant que parti politique, nous avons un immense problème sur la table, c'est la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et moi personnellement, je dis que la résolution de cette crise est une priorité politique absolue. Et quand vous m'amenez d'autres choses sur la table, pour moi, c'est plus ou moins de la distraction. Pour l'instant, ce qui est important, c'est la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et je crois qu'on a été suffisamment audible là-dessus. Et nous avons pris des actions, nous avons été sur le terrain, nous avons communiqué dessus. Nous ne voulons pas disperser nos forces et notre concentration. Des Camerounais meurent tous les jours. Il y a une population d'à peu près un demi-million d'élèves qui ne vont pas à l'école depuis 3 ans. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de médicaments. Les gens ne produisent pas. Les champs sont abandonnés, etc., etc. Et ça, c'est la préoccupation du moment du SDF et de Joshua aussi. Nous en parlerons bien sûr au cours de cette émission, une partie consacrée bien sûr à la résolution de cette crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je propose une autre actualité, Joshua aussi. Vous l'avez certainement entendu, hein, comme nous et regardé dans les médias, cet incendie survenu à la Société nationale de raffinage à Limbé il y a quelques jours. Des dégâts énorme, mais le gouvernement qui tente de rassurer de ce qu'il n'y aura pas de pénurie à la suite de cet incident. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Ben écoutez, si vous parlez de la réaction du gouvernement ou de l'incendie? De l'incendie en lui-même, et peut-être de la réaction du gouvernement après. L'incendie, pour moi, j'étais choqué et c'est une grande tristesse que de voir une partie de notre patrimoine industriel aller comme ça en fumée. Je pense que personne ne peut être content de ce qui s'est passé et personne ne peut se réjouir pour cela. Et j'espère qu'on peut remettre... J'espère qu'on peut remettre ce fleuron industriel en marche très bientôt, très vite, pour produire à nouveau du carburant. Vous savez, moi je crains, le Cameroun a fait le pari de
de la production thermique d'énergie. Et moi, je crains beaucoup plus que le fait de ne pas avoir du pétrole lampant ou de l'essence pour nos voitures. Je crains le fait qu'on aura des pénuries au niveau de nos centrales thermiques, pénurie de carburant. Pourquoi? Parce que on sait très bien que la Sonara était très endettée parce qu'il y avait des jeux de compensation avec le gouvernement. Mais si on se met à importer 100% du carburant dont on a besoin, on ne peut plus jouer à ce jeu-là. Donc il faudra que ces centrales-là reçoivent du carburant et je ne suis pas très sûr que les finances actuelles de notre pays le permettent. Vous savez que l'État du Cameroun a une immense dette envers Eneo. Et tout ça va jouer. Tout ça va jouer quelque part, mais le président de la République a signé une ordonnance rectifiant la loi des finances 2019, juste quelques jours après un élément clé de la production un élément clé des recettes, de la production des recettes de l'État va en fumée. Donc, moi, je crois qu'il est grand temps aujourd'hui pour qu'on ait une loi de finances rectificative, qu'on puisse avoir un collectif budgétaire pour pouvoir regarder exactement ce qui doit être fait pour rééquilibrer les comptes, pour rééquilibrer le budget par rapport au fait que la Sonara n'est plus là, au moins pour cette année, et au fait qu'on devra importer du carburant, etc. Il y a 5 ans, on se souvient, Joshua aussi, le président de la République justement décidait de l'octroi de plus de 500 milliards de francs CFA pour le reprofilage de cette entreprise. Aujourd'hui, volé totalement en fumée, est-ce que cet incendie n'aurait pas pu être évité? Alors, vous savez, ça arrive, hein, et c'est pour cela que la Sonara était très probablement assurée. Donc, les 500 milliards ne volent pas en fumée, c'est l'assurance qui devra payer la facture. Si c'était un incendie accidentel et si c'est dans les clauses de la prime d'assurance. Donc, les accidents, ça arrive. Les incendies, malheureusement, ça arrive aussi. Ce que font ces grosses structures, c'est de tout mettre en œuvre pour que ça n'arrive pas. Et je peux vous dire que la Sonara a toute une unité anti-feu en place, la Sonara a toute une brigade de sapeurs-pompiers en place. Je crois que la Sonara ne négligeait pas cet aspect des choses. En tout cas, la dernière fois que j'y étais, c'était très visible, c'était visible que la sécurité primait sur tout le reste. Maintenant, les accidents, ça arrive toujours, ça arrive toujours. Et ce qui est très important, c'est comment réagir quand un accident arrive. On reste en économie et vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, effectivement, avec cette ordonnance signée du président de la République le 29 dernier qui porte modification de certaines dispositions de la loi des finances 2019. Le budget du Cameroun qui passe à un peu plus de 4 850 milliards de francs CFA à 5 212 milliards. Quel est l'objectif recherché dans une telle augmentation, Joshua aussi? Écoutez, je pourrais vous répondre quand le ministre des Finances passera devant la commission de finances. Pour l'instant, ça n'a pas encore été. On a pris acte que le président de la République a signé cette ordonnance. La loi dit qu'elle doit être présentée au Parlement et notamment à la commission à laquelle j'appartiens. Oui, et donc nous attendons. J'ose croire que d'ici la fin de la semaine, ça sera fait, ou plus tard la semaine prochaine. Maintenant, comme je l'ai indiqué... Est-ce que lors du vote du budget pour l'année 2019, vous qui êtes membre de la commission de la loi des finances à l'Assemblée nationale, effectivement, ces questions n'ont pas été évoquées, qu'on en arrive à une ordonnance du président de la République aujourd'hui? Est-ce à dire que le travail n'a pas été bien fait ou qu'on n'avait pas vu venir certaines... Alors, vous savez, la loi permet au président de la République de prendre une ordonnance pour rectifier la loi de finances. Donc c'est un exercice tout à fait normal. Je crois que chaque année, depuis que j'y suis, il y a toujours eu des ordonnances pour corriger. La loi prévoit aussi qu'il faudrait qu'on passe par un collectif budgétaire, c'est-à-dire qu'on représente le budget avec les corrections. C'est un exercice auquel le président de la République n'aime pas trop se prêter. C'est pour cela qu'il passe malheureusement pour le peuple camerounais par ordonnance pour faire ces corrections-là. Mais je crois que cette fois-ci, si c'est fait le feu à la Sonara, lui vont l'obliger
de passer devant le Parlement avec une loi collective parce que nous savons tous quelle est l'importance des flux financiers, c'est-à-dire en recettes et en dépenses par rapport au carburant et à la Sonara. Et donc, je ne vois pas comment il va l'éviter. Parce que malheureusement pour lui, l'ordonnance a été signée avant le feu. Avant le feu. Donc, je dirais qu'il faut aussi comprendre qu'on a une nouvelle loi portant régime financier de l'État, ça beaucoup de Camerounais ne le savent pas, qui a complètement transformé l'approche des finances publiques au Cameroun. Et pour la première fois, on est censé avoir cette session de juin un débat d'orientation budgétaire. Un débat d'orientation, c'est-à-dire où nous allons donner une orientation au budget 2020 pour qu'ensuite, entre juillet et octobre, le gouvernement camerounais puisse puisse préparer le projet de budget en prenant en compte l'orientation que le Parlement lui aurait donnée. Donc, nous espérons aussi que le gouvernement va respecter cet engagement-là qui est dans la loi pour que, pour la première fois au Cameroun, qu'il y ait ce débat d'orientation budgétaire. Et juste pour finir, j'aimerais juste faire comprendre aussi que le budget n'est pas développé par l'Assemblée. C'est un projet de loi. Donc, les corrections que le président apporte avec l'ordonnance ne viennent pas du fait de l'Assemblée, mais plutôt de la préparation du budget par le ministère de l'Économie, par la primature et par tous les autres ministres. Merci Joshua aussi pour ces précisions et on va sortir de cette première partie liée à l'actualité. Je vous propose à présent de parler de cette réunion du comité exécutif national du Social Democratic Front tenue dimanche dernier, ici même à Yaoundé, il y a 2 jours précisément. Réunion au cours de laquelle vous avez longuement tablé de la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. J'ai envie de vous demander, Joshua aussi, quelles sont les principales résolutions qui ont été prises lors de cette réunion du NEC? Alors je pense que la plus importante est celle de réitérer notre position qu'il est impossible, dans les conditions actuelles, d'organiser des élections au Cameroun. Il est tout simplement impossible. Nous pensons que le gouvernement ne devrait pas croire qu'il peut organiser des élections locales sur 8 régions comme il a fait avec l'élection présidentielle. Et donc c'est notre position. Nous disons que dans la situation actuelle, nous ne pouvons pas penser qu'il y aura des élections. Vous aviez eu les mêmes réserves avant l'élection présidentielle d'octobre 2018, mais elle a eu lieu. Bien sûr, on a vu les résultats et on a vu où on en est. Et nous sommes allés à ces élections parce que nous nous sommes dit qu'en participant à ces élections, c'est la seule façon d'avoir une chance de les gagner et d'utiliser l'exécutif, c'est-à-dire d'utiliser les pouvoirs de l'exécutif pour arrêter cette guerre. Donc, l'objectif principal était toujours fixé autour de la guerre civile qui a cours au nord-ouest et au sud-ouest. Et nous disons aujourd'hui, ce n'est plus une élection nationale, c'est une élection locale. Et nous ne pouvons pas nous permettre... Vous ne devez pas y aller, vous n'allez pas y aller si... Il ne peut pas avoir d'élection. Nous ne disons même pas que nous n'y allons pas. Il ne pourra pas avoir d'élection. C'est impossible. Joshua, si vous disiez la même chose en 2018, je le rappelais encore il y a un instant, mais l'élection s'est tenue. Elle ne s'est pas tenue au nord-ouest et au sud-ouest. Donc nous avions raison. Non, des localités dans le nord-ouest et le sud-ouest, on a pu voter. Il n'y a eu aucune localité. Vous avez vu que même le Premier ministre est allé voter à Bamenda alors qu'il était inscrit à Oku. Vous ne pouvez pas appeler ça Bamenda, c'est dans le nord-ouest. Oui, mais ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas voter où vous voulez. Vous votez dans votre bureau de vote. Okay, c'est juste pour ça, c'est la preuve matérielle qu'il n'y a pas eu d'élection dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous ne pouvez pas changer ce fait. Il n'y a pas eu d'élection. On a fait voter quelques militaires à Bamenda, on a fait voter quelques militaires à Boya, point. Il n'y a pas eu d'élection dans le nord-ouest et le sud. Il n'y a même pas de sous-préfet. Il n'y a pas d'élecam. Comment voulez-vous avoir des élections? Vous avez vu lors des sénatoriales de 2013, les électeurs étaient transportés par hélicoptère. Vous ne pouvez pas transporter quand même, vous pouvez pas transporter 10 millions de Camerounais pour aller voter. Donc je suis en train de dire qu'en 2018, plutôt pas 2013. 2018, oui. 2018, je m'excuse. J'étais en train de dire qu'en 2018, nous avons dit qu'il ne peut pas avoir d'élection dans les conditions actuelles dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'était une élection nationale. Nous sommes quand même partis pour pouvoir aider à mettre fin à la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest.
Nous n'y sommes pas parvenus, mais aujourd'hui, c'est une élection locale et nous, je vous dis et je vous le garantis, il ne peut pas avoir d'élection dans le nord-ouest et le sud-ouest en l'état actuel des choses. Et une élection locale, il faut bien que dans toute... On ne peut pas la tenir dans 80% du pays et laisser 20% sans élection. C'est tout simplement ce que je dis. Donc, le SDF boycottera les élections municipales et législatives si jamais le gouvernement y va, l'organise justement dans les conditions actuelles. Vous m'avez demandé ce qu'on a comme résolution. Mais j'ai comme l'impression... C'est l'une des premières résolutions justement de ne pas aller aux élections. J'ai comme impression que vous êtes plutôt candidat pour être chairman du SDF parce que vous êtes en train de changer mes résolutions. Je vous ai donné les résolutions. Je vous ai dit, nous réitérons la position du SDF qui ne peut pas y avoir d'élection au Cameroun, d'élections locales au Cameroun dans les circonstances actuelles. Voilà notre position. Je ne vois pas où vous trouvez boycott là-dedans. Justement, je voudrais vous reposer la question. On ne peut pas boycotter quelque chose qui ne peut pas être organisé. Et si le gouvernement, justement, l'organise dans ces conditions? Il ne pourra pas, il ne faut pas dire du si. Moi, je vous dis qu'on ne peut pas. Mais pourquoi vous m'amenez vers du si? Les autres régions du Cameroun, on vous dira que les autres régions du Cameroun sont en si c'est ça votre choix, c'est que le gouvernement aura confirmé une fois de plus la sécession. Parce que ce que le gouvernement fait, c'est la sécession, ce qu'elle a fait avec l'élection présidentielle. Et si elle va vers cette direction suicidaire, ce gouvernement confirmera tout simplement la sécession de 8 régions des 2 autres. D'un côté, il y a des Ambazoniens qui veulent la sécession, de l'autre côté, il y a le gouvernement camerounais qui confirmera cette sécession-là. Et je pense, et je suis sincère, je pense quand même que si on est un peu sain d'esprit, on comprend aisément qu'on ne peut pas organiser des élections locales aujourd'hui dans les situations actuelles. On ne peut pas, et c'est la position du SDF. Il est impossible d'organiser des élections quand les gens se tirent dessus. Et c'est des élections locales. Nous ne pouvons pas accepter. En tant que Camerounais, ce n'est même pas parti politique. Qu'il y ait des députés de l'Est et qu'il n'y ait pas de députés du Sud-Ouest. Nous ne pouvons pas accepter ça, en tant que Camerounais. Donc c'est pour ça que nous disons, tout simplement, et nous réitérons notre position, que le contexte actuel rend impossible la tenue d'élections au Cameroun, d'élections locales. Et d'autres résolutions qui ont été prises au cours de ce comité exécutif national du SDF? Écoutez, nous sommes longuement revenus sur la situation qui prévaut dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nous avons pris des résolutions aussi sur la vie du parti. Et nous avons aussi touché quelques points sur, comment dirais-je, sur la scène internationale. Voilà. Oui. D'accord. Alors, je voudrais, Joshua aussi, que l'on reste justement sur les résolutions qui ont été prises sur la vie du parti. Je vous promets qu'on reviendra tout à l'heure sur la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. On sait que le SDF s'est longuement battu justement pour que des solutions soient trouvées à cette crise-là. Mais je voudrais qu'on parle de votre formation politique, puisque vous avez dit que des résolutions ont été prises à ce sujet lors de ce comité exécutif national du Social Democratic Front, et qu'on revienne un pas en arrière sur l'élection présidentielle de 2018, élection 2018. Est-ce que vous êtes remis, vous Joshua aussi, de ce qu'on peut appeler la déculottée de 2018? Écoutez, oui, sans problème. Vous l'appelez déculotté, moi pas, mais je veux dire, j'ai pris acte de ces résultats-là. On a travaillé, on a fait un débriefing profond pour voir, comment on dit, ce qui n'a pas marché. Nous savons exactement ce qui n'a pas marché. Il y a des choses qu'on peut dire, d'autres qu'on dit un peu moins. Mais je suis très très fier de tout le soutien obtenu. Je suis très fier du fait qu'on a pu rester sur notre ligne. On a été poussé plusieurs fois pour rentrer dans les extrêmes. C'était une élection des extrêmes. D'ailleurs, le résultat, vous le voyez aujourd'hui. Ce qui arrive au Cameroun aujourd'hui, un peu un résultat du fait qu'on a une campagne électorale où deux extrêmes ont monopolisé l'attention des Camerounais. Nous sommes restés dans notre programme. Nous sommes
jusqu'à la fin, nous avons défendu un programme social-démocrate. Ça aurait été, comment dirais-je, très facile pour nous de tomber dans la rigole dans laquelle les autres voulaient nous traîner. Mais on est resté sur notre programme politique, on est resté droit dans nos bottes, comme on dit. Et je suis très fier de ça. Je suis très fier de tout le soutien qu'on a obtenu. Et je suis très fier du fait que, pour une fois au Cameroun, il y a des Camerounais quand même qui ont pu participer à une élection au niveau des programmes. Malheureusement, je pense que avec les 10% de Camerounais qui sont allés aux urnes, beaucoup de Camerounais ont aussi compris que c'est important d'aller s'inscrire pour que au moins 10 millions de Camerounais comment dirais-je, décident sur l'avenir du Cameroun. Les gens ne s'inscrivent pas. C'est la plus grosse échec de notre démocratie, c'est que les gens ne s'inscrivent pas sur les listes électorales. Et malheureusement, quand on ne s'inscrit pas, il y a une petite minorité qui est inscrite, qui dicte sa loi sur le reste des Camerounais. Donc moi, je suis très fier de ce parcours. Je suis pas fier du tout du résultat, ne me méprenez pas, mais je suis très fier de la campagne qu'on a eue. Je suis très fier de tout le soutien. Et je suis aussi, je dirais, reconforté sur le fait que beaucoup de gens me rencontrent et me disent et me félicitent pour le programme et me disent combien ils auraient voulu voter s'ils pouvaient voter. Et tout ce que je leur demande, et je le répète ici, allez vous inscrire, les listes électorales sont ouvertes. Vous êtes fier, Joshua aussi, le dites-vous, mais j'en écoute qu'ils disent de chez eux, fier de 3,36% pour le SDF à une élection présidentielle. Oui, je suis fier du parcours. Je vous ai dit, je ne suis pas fier du résultat. Voilà. On vous dira que le parcours, justement, le programme que vous avez déroulé aurait dû, ou alors aurait pu amener les Camerounais à vous voter. Mais qu'est-ce qui n'a justement pas marché, vous le disiez? Non, je vous ai dit, il y a plusieurs choses qui n'ont pas marché. Plusieurs. Il y a des choses que je peux dire, des choses que je ne dirai pas devant vos caméras. Nous savons exactement où il y a eu des problèmes. La chose la plus importante, c'est que les Camerounais qui devraient décider de l'avenir de ce pays, et beaucoup d'entre eux qui étaient d'accord avec notre programme, qui se sont trouvés ou se sont, comment dirais-je, sont reconnus dans ce programme-là, ne votez pas. Ne votez pas. Donc, notamment ceux du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, un vivier électoral quand même. Il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Il y a toute la jeunesse camerounaise. La majorité de la jeunesse camerounaise n'est pas inscrite. Qu'est-ce qui peut donc expliquer le fait, justement, que ceux qui étaient inscrits, Joshua, aussi, parce qu'on a quand même un fichier électoral avec des militants du Social Democratic Front connus qui ont toujours fait du SDF, le deuxième parti arrivé en deuxième position. Qu'est-ce qui peut expliquer, justement, qu'à cette élection de 2018, ils aient tourné le dos à votre parti? Parce que malheureusement, la campagne est allée vers la rigole. C'est devenu une campagne des extrêmes. Le populisme est très effectif lors d'une campagne, mais très mauvais pour un pays. On le voit partout. On le voit avec Donald Trump et tous les autres populistes dans le monde entier. Et le débat est devenu populiste. Et je ne veux pas dire ici que c'est devenu essentiellement tribal, mais quand c'est populiste, ça glisse vers le tribalisme, ça glisse vers toutes ces choses dont les gens n'ont pas forcément voté pour avoir un meilleur salaire demain. Ils ont peut-être préféré voter pour rester avec un SMIC à 36 000, etc., etc. Donc, quand quelqu'un fait un choix informé de ce que vous pouvez voter pour A, et vous êtes garanti qu'il n'y aura pas d'emploi pour les jeunes, et vous pouvez voter pour B qui fera tout pour qu'il y ait de l'emploi des jeunes, et vous êtes un jeune et vous votez plutôt pour A, il y a un problème. Est-ce que vous ne rejetez pas la faute sur les autres, Joshua aussi? Non, vous pensez en âme et conscience que vous avez mené une bonne campagne électorale pour toucher les Camerounais, pour aller vous élire? J'ai dit, et je le répète et je le dirai jusqu'à ma mort, que je suis fier de ce qui a été fait lors de cette campagne, surtout par tous ceux qui m'ont soutenu. Je ne sortirai pas de là. Nous avons eu le résultat que nous avons eu. J'ai pris acte de ce résultat-là. J'aurais pu crier sur tous les toits que c'est un hold-up électoral. J'aurais pu crier sur tous les toits que c'est faux. Moi, je prends acte. Je prends acte que le processus électoral n'est pas propre. Je ne dis pas
vous ne pouvez pas. Et je crois qu'aujourd'hui, les marches dont on parlait, c'est à cause d'un hold-up électoral. Ça veut dire que le candidat venu deuxième dit qu'il est vainqueur. Dit qu'il est vainqueur et que les résultats sont faussés. Mais le résultat ne peut pas être faussé pour un seul candidat. Si c'est faussé pour un, c'est faussé pour tous. Pour tous les autres. Donc c'est pour cela que je ne peux pas venir ici me lamenter sur un score dont une bonne partie de l'opinion comprend aisément que ça a probablement été trafiqué. Mais je prends acte, j'ai accepté d'aller à cette élection présidentielle, sachant que voilà comment la loi est et que nous n'avons aucune possibilité de faire changer les choses à ce moment précis. Et la seule façon de le changer durablement, c'est si tous les Camerounais qui sont en âge de voter vont s'inscrire pour voter et sortent pour voter. Vous savez, quand vous avez 24 millions de Camerounais, vous avez 2,5 qui vont aux élections, il y a quand même un problème. Et c'est à ce niveau que nous devons travailler aujourd'hui. Et travailler tous les jours pour amener les Camerounais à aller s'inscrire, pour que les Camerounais puissent décider de qui. Moi, je suis un démocrate. Okay. Les électeurs inscrits n'ont pas voté pour moi, je prends acte. Et j'avance. Mais ça n'enlève en rien le fait d'être fier d'avoir présenté un programme que j'arrive à défendre jusqu'aujourd'hui. Dans ce programme, par exemple, laissez-moi juste finir, dans ce programme, par exemple, vous le savez, revenir après, allez-y. Vous le savez très bien, et celui qui a gagné l'élection, ou dont le Conseil constitutionnel dit qu'il a gagné l'élection, utilise des parties de ce programme aujourd'hui. Donc je suis fier de ce travail, c'était un travail collectif, c'est beaucoup de Camerounais qui ont participé à ce travail-là, et puis voilà. Certains sont allés jusqu'à parler d'une descente aux enfers du social-démocrate front, et même dans les rangs de votre formation politique, on a eu des voix qui se sont levées pour réclamer votre démission au poste de premier vice-président du parti. Écoutez, je dirais que ce n'est pas la solution. Bien sûr, vous savez, c'est très émotionnel. Je n'ai jamais été fier d'être deuxième. Et je l'ai toujours dit au sein du SDF. Jamais. Notre objectif, c'est d'être premier. Okay? Notre objectif, c'est de diriger ce pays. Notre objectif, ce n'est pas d'être leader de l'opposition. Notre objectif, ce n'est pas d'être deuxième à l'élection présidentielle. Et en étant quatrième à l'élection présidentielle, ça n'enlève en rien le fait que nous sommes leaders de l'opposition, au vu de toutes les institutions, au vu de l'Assemblée nationale, du Sénat et des communes. Donc maintenant, si on pense que je ne devrais plus offrir mes offices à ma famille politique à cause de ces résultats, et c'est ça qui apportera des meilleurs résultats, je n'hésiterai pas à partir. Parce que pour moi, le Cameroun passe avant tout. Pour moi, je suis social-démocrate au fond, et quand la majorité le décide, mais je ne peux pas, Qu'est-ce que vous avez répondu justement à ceux-là qui appelaient à votre démission au poste de premier vice-président du parti? Premièrement, l'un n'a rien à voir avec l'autre. Deuxièmement, j'ai mis ça sur le compte de l'émotion. Et troisièmement, il y avait une personne qui l'a dit, pas deux. Une personne qui l'a dit publiquement, pas deux. Malheureusement, cette personne... Un responsable de parti, quand même de votre parti, un président d'une section de votre formation politique. Non, écoutez, on imagine qu'il l'ait dit après concertation avec d'autres militants du SDF aussi. Écoutez, il l'a dit, il l'a publié. Oui. Ce n'est pas la façon dont le parti fonctionne. Il y a une hiérarchie, il y a une façon de fonctionner. Malheureusement, le fait qu'il ait publié a fait en sorte que plusieurs militants se sont désolidarisés de lui. Et j'ai dit, la dernière chose que je voudrais voir arriver, c'est d'être la cause d'un SDF encore plus fragile. Et que je mettrai tout en œuvre pour que le SDF devienne même plus fort qu'avant. Vous savez, le changement est très difficile à faire passer. Et le changement générationnel qu'il y a eu au niveau de la candidature du parti n'était pas facile à faire accepter par beaucoup qui n'ont pas connu autre chose depuis une vingtaine d'années. Donc je ne dis pas que je n'ai pas
je ne porte pas une part de responsabilité. Après l'élection présidentielle, je me suis présenté devant le comité exécutif national et j'ai dit je porte l'entière responsabilité en tant que candidat. L'entière responsabilité, je l'ai dit. C'est le comité exécutif national lui-même qui m'a dit non, ils ne peuvent pas l'accepter, c'est le parti qui porte. J'ai dit, mais moi, j'avais l'obligation de me présenter avec humilité devant vous, pour porter cette responsabilité de cette défaite à l'élection présidentielle et de dire que je mettrai toute mon énergie pour que ce soit bien meilleur dans les quelques semaines ou les mois où on aura une prochaine élection. Donc voilà. Et en parlant justement des futures échéances, non mais avant de parler des futures échéances, le 26 mai dernier, le parti a célébré son 29e anniversaire avec un hommage vibrant rendu aux martyrs, ces personnes qui ont été tuées lors de la mise sur pied de la formation politique et même au cours de son évolution. Et vous avez semblé reconnaître vous-même, Joshua, aussi lors d'un meeting tenu à Bépanda, à Douala, qu'en 29 ans, le FDF aurait fait plus que ce qu'il a fait jusqu'ici. Qu'est-ce qui vous en a empêché? Qu'est-ce qui vous a empêché de faire justement plus que ce que vous avez fait jusqu'à ce jour? C'est le contexte. C'est le contexte. Quand je dis qu'on aurait pu faire plus, c'est que les Camerounais souffrent toujours. Les Camerounais attendent une alternance politique. C'est ce que je dis. Mais dans les mêmes propos, j'ai dit l'ANC a eu besoin d'un siècle pour faire partir l'apartheid. Et donc nous sommes plus ou moins dans les mêmes circonstances. Nous avons une dictature en face de nous, ce n'est pas facile. J'ai dit, nous avons accompli beaucoup de choses en 29 ans. Le fait que je suis assis devant vous aujourd'hui à la télévision, ça vient des combats du SDF. Le fait qu'il y a la liberté de parole aujourd'hui au Cameroun, ce sont les combats du SDF. Le fait que les gens ont pu aller aux urnes en octobre, choisir entre différents Camerounais pour élire un président, viennent des combats du SDF. Et c'est pour ça que j'ai rendu hommage à Ni John Frundi ce jour-là. J'ai dit, certes, nous ne pouvons pas nous vanter de toujours être dans l'opposition, mais nous devons plus nous identifier comme des opposants uniquement. Nous devons nous identifier comme des sociodémocrates d'abord. Et ensuite des sociodémocrates qui, pour l'instant, sont dans l'opposition et qui veulent aller au pouvoir. Et je peux vous garantir qu'on y arrivera. Oui. Et justement, y arriver également, c'est prendre part aux futures échéances électorales au Cameroun, notamment les législatives et les municipales qui s'annoncent. Quelle stratégie justement pour renverser la tendance après ce qui s'est passé en octobre 2018? Quel est le discours que vous tenez aujourd'hui aux militants du Social Democratic Front pour qu'on ait des résultats tout au moins plus reluisants lors des prochaines échéances électorales? Écoutez, si jamais elles venaient à se tenir. Écoutez, vous ne pouvez pas comparer les deux. Vous pouvez comparer les dernières législatives aux actuelles, ou à celles qui vont venir, dernières municipales à celles qui vont venir, mais vous ne pouvez pas comparer une élection présidentielle à des législatives. Ça ne se compare pas. C'est deux choses différentes. C'est une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec toute une nation, et là, c'est des listes, etc., etc. Il y a des circonscriptions où, je ne le souhaite pas peut-être, il y aura des partis qui n'auront même pas de liste. Il y a des endroits où peut-être notre liste sera la seule et on n'aura même pas besoin de faire campagne, etc. Donc, je pense que le plus important pour le parti aujourd'hui, c'est d'avoir des candidats qui ont la capacité de nous faire gagner sur tout le territoire national. Je vais vous rappeler peut-être une chose que les Camerounais omettent souvent de voir, c'est que le SDF, dans l'histoire du multipartisme camerounais, il y a 300 partis politiques. Le RDPC, le SDF et l'UNDP sont les seuls 3 partis politiques qui ont, pendant toutes ces, je dirais, 30 dernières années, eu des listes sur toute l'étendue du territoire, ou presque. Donc c'est très important. Là où nous devons travailler maintenant, c'est d'avoir des hommes et des femmes de qualité, et surtout des femmes, d'avoir des jeunes dans nos listes. Là où nous devons travailler, c'est pouvoir développer une stratégie pour pouvoir financer tout ce travail-là. Vous savez, une élection coûte très très cher. Et je pense que là aussi, nous devons travailler, c'est le fait
d'aider nos candidats un peu plus lors de ces campagnes avec du matériel de campagne, etc. Mais tout ça requiert beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent et nous travaillons à tout cela. Alors, un autre débat justement qui est né de la mise sur pied des conseils régionaux Joshua aussi sur les pourcentages justement de répartition de ces conseillers régionaux-là et même le contexte dans lequel il doit être organisé avant ou pendant les municipales. Le débat enfle depuis un moment. Quelle est la position du SDF à propos? Écoutez, je dirais que officiellement, je ne me rappelle pas qu'on ait une position sur ce point, sur ce débat. Nous pensons que la forme de l'État doit être fédérale. Et courir aujourd'hui, en 96, on fait une constitution et en 2019, courir vers des éléments de cette constitution, tout simplement parce que la communauté internationale met la pression sur nous, c'est un exercice, c'est une politique de l'autruche. On doit absolument comprendre que le pouvoir doit revenir au peuple. Et peut-être ce qu'il faut dire, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que les gouverneurs, dans l'arrangement de cette loi, les gouverneurs nommés par M. Biya resteront en place et seront les patrons des présidents de région. Vous comprenez? Donc, au fait, c'est exactement la même chose qui se passe maintenant dans les communes, qui se passera au niveau de la région. Mais force est de constater qu'en un quart de siècle, les communes ne marchent pas. Les communes ne marchent pas parce qu'il n'y a pas d'hommes capables dans nos mairies, mais parce qu'elles n'ont pas les moyens, parce que l'État fait tout pour que la décentralisation ne marche pas, parce qu'elles ont un patron qui est un sous-préfet, etc., etc. Et donc, si ça ne marche pas, comment voulez-vous croire que ça va marcher au niveau de la région? C'est impossible. C'est pour ça qu'il faut remettre le pouvoir au peuple. C'est pour cela qu'il faut aller vers, comment dirais-je, déjà, si on ne veut pas aller vers le fédéralisme, qu'on ait au moins vers une décentralisation. Une décentralisation n'existe pas quand c'est le pouvoir central qui contrôle l'entité décentralisée. Ça n'existe pas. Quand une commune est contrôlée par un sous-préfet, ce n'est pas une commune décentralisée. Parce que ça veut dire que c'est le ministre de l'administration territoriale qui contrôle cette entité-là. Donc c'est pour cela qu'il faut absolument qu'on clarifie toutes ces choses-là. Et c'est ça qui est plus important pour moi en tant qu'homme politique et pour le SDF, c'est qu'il faut qu'on clarifie et qu'on comprend que ça nous amène nulle part. Ça sera encore beaucoup d'argent de gaspillé. Oui, il y aura un conseil régional. Et puis quoi? Il aura quel pouvoir? Si tout ce que le président du conseil, comme le maire aujourd'hui veut faire, doit avoir la signature du gouverneur, mais qu'on laisse directement ce pouvoir au gouverneur aujourd'hui et qu'on continue. Et sur la question du fédéralisme, Joshua aussi, vous en avez fait presque un credo lors de l'élection de 2018. On sait que le SDF est pour et fondamentalement pour le fédéralisme. Est-ce que vous estimez avoir été rejoint par le gouvernement qui, à travers le Premier ministre, il y a quelques semaines encore dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, alors qu'il était en mission commandée par le président de la République, a dit que le gouvernement était prêt à discuter de tout sauf de la sécession. De tout, ça suppose aussi de la décentralisation. Je vous ai dit, du fédéralisme. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais fier de l'impact que le programme a eu lors de cette campagne-là. Et là, vous m'apportez la preuve quand même que les Camerounais ont écouté ce qu'on avait à dire. Ils n'ont pas forcément voté pour cela au vu des résultats, mais ils ont quand même écouté. Et est-ce que vous pensez justement que cette proposition du dialogue faite par le gouvernement est sincère cette fois? Parce que vous l'appelez de tous vos voeux, d'autres partis politiques de l'opposition, la société civile et autres. Je ne pense pas qu'elle soit sincère. Fondamentalement, je ne vois pas, je pense que le Premier ministre n'est pas allé dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest dire cela parce que M. Biya l'a envoyé. Le Premier ministre est allé dire cela parce que le pays est en guerre. Donc, il a précisé lui-même plusieurs fois qu'il a été envoyé par le président de la République. Bien sûr, il a été envoyé par le président de la République parce que le pays est en guerre. C'est pour cela qu'il n'est pas allé à Bertois, c'est pour cela qu'il était à Bamenda, parce que le pays est en guerre. Vous comprenez? Donc, on est dans une situation où ils sont obligés aujourd'hui d'accepter ce qui va de soi, tout simplement parce que des Camerounais ont pris des armes entre leurs mains et tirent sur des forces de l'ordre, etc. C'est pour cela qu'il le dit. Si c'était
comment dirais-je, si c'était une volonté politique, Oui. il se serait exprimé à l'Assemblée nationale, on aurait un projet de loi, on débattrait, on aurait un débat national Peut-être à sur la forme de l'occasion de la l'État, session du etc. Parlement qui vient de s'ouvrir, on pourrait en discuter, pourquoi pas. Je pense fondamentalement que quand un gouvernement est dos au mur, comme le gouvernement actuel, tout ce qu'il propose, c'est pour sortir de la position d'inconfort dans laquelle ils sont aujourd'hui, et ça ne vient pas du cœur. Donc, pour répondre à votre question, si ça vient effectivement, s'ils sont sincères, je dis non. Je dis non. S'ils étaient sincères, on en aurait parlé depuis 3 ans. On aurait eu 0 mort dans le nord-ouest et le sud-ouest. Peut-être s'étant justement rendu compte, comme vous disiez tout à l'heure, que la crise s'enlise et prend des proportions de plus en plus Tout à fait, inquiétantes, c'est le ce que gouvernement a oui. estimé qu'il fallait Oui, mais dialoguer. donc ça ne peut pas être sincère. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ça ne peut pas être. L'élément de sincérité vient du fait que vous avez une volonté politique de le faire. Si vous n'avez pas la volonté, vous ne pouvez pas être sincère. Vous savez, si je vous oblige à aller acheter un bout de pain, vous partez malgré vous. Vous allez peut-être revenir avec le pain, mais je ne peux pas dire que la course a été sincère. Et justement, pour la résolution de cette crise de Joshua aussi, vous avez le SDF clamé depuis le début un dialogue inclusif, justement, qui prenne en compte toutes les parties prenantes de cette crise. Et on vous a toujours posé la question de savoir avec qui est-ce qu'on va discuter. Certaines franges sont favorables pour qu'on discute même avec ceux qui prônent la sécession du Cameroun. Est-ce le cas pour vous? Écoutez, quand on est de mauvaise foi et qu'on est au milieu d'un problème, quand on est au milieu d'un problème et on veut trouver la solution et on va dire qu'on ne sait pas avec qui on va discuter. Moi, la question que je pose, c'est que vous avez le problème avec qui alors? Le préalable, c'est d'organiser ceux qui viendront à la table. Mais on ne dit pas parce qu'on n'a pas fait cet exercice qu'on ne peut pas aller à la table. On dit, OK, dans 10 jours, on va discuter. Maintenant, j'aimerais savoir qui sera autour de la table. Vous allez trouver ces gens-là. Vous allez trouver ces gens-là. Donc, c'est être fondamentalement de mauvaise foi, de venir dire que oui, on veut discuter, mais on ne sait pas avec qui. Mais il y a un problème, les gens meurent tous les jours. On sait très bien avec qui il faut discuter. Et ce que nous disons, c'est que tout le monde doit être autour de la table pour qu'il y ait une discussion franche et qu'on en sorte avec des résolutions qui seront acceptées par tous par la suite. Comment est-ce que vous visualisez ce dialogue-là, Joshua? Moi, je pense qu'il faut déjà dire qu'il y a 2 choses. Il y a un problème politique profond dans le nord-ouest et le sud-ouest. Tout le monde est d'accord sur le fait de cette marginalisation. Et il y a la violence. Donc, le cessez-le-feu que le SDF appelle tous ses voeux est un impératif pour commencer à parler de dialogue. Mais le cessez-le-feu ne peut pas arriver si le dialogue n'est pas programmé. Donc, il faut absolument qu'on cesse la violence des 2 côtés. Donc, il faut un cessez-le-feu. Et nous disons, puisque le gouvernement ne sait pas avec qui parler, mais qu'il proclame déjà un cessez-le-feu unilatéral, puisqu'il ne sait pas parler aux autres, que lui-même proclame déjà un cessez-le-feu. Et si les autres continuent à tirer, on verra qui est de bonne foi et qui est de mauvaise foi. Vous êtes donc pour le retrait, par exemple, de nos troupes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Alors, je suis pour une armée qui défend la nation et je ne suis pas pour une armée qui prend des rôles de maintien de l'ordre. Moi, je ne dis pas que l'armée doit partir du nord-ouest et du sud-ouest, je ne dis pas cela. L'armée doit être présente sur tout le territoire camerounais. Ce que je dis, c'est que s'il y a une proposition politique de cesser le feu, même unilatérale, et que les militaires rentrent dans les casernes, qu'elles soient à Bamenda, Woum, Mundemba, etc., et que les militaires rentrent dans les casernes, si la violence continue par la suite, ça veut dire que les sécessionnistes auront violé le cessez-le-feu. Et ça devient un tout autre problème. Mais il faut donner une chance à la fin de la violence. Et on ne peut pas donner une chance à la fin de la violence quand on voit que pendant 3 ans, la violence de l'État n'a pas marché. Quand on voit que pendant 3 ans, la riposte
de l'armée camerounaise n'a pas marché. Il faut donner une chance à un cessez-le-feu unilatéral. On ne sait pas avec qui parler, je le concède, mais acceptons en tant que Camerounais de dire, ok, nous appelons à un cessez-le-feu unilatéral et les militaires vont rentrer dans les casernes. Ça n'enlève en rien l'autorité et le rôle de l'État dans ces deux régions-là. En rien. Simplement, ce qui va se passer dans ces deux régions, c'est que les militaires vont revenir dans leurs casernes comme ils le sont déjà ici à Yaoundé, comme ils le sont à Bertoua, comme ils le sont partout ailleurs. C'est tout ce que nous disons. Il faut avoir, en temps de crise, il faut prendre, des fois, il faut accepter de perdre un tout petit peu la face pour venir à une solution durable. Et nous ne pouvons pas parler. Nous ne pouvons pas dialoguer entre nous, Camerounais, tant qu'une partie du Cameroun est en guerre. C'est impossible. Que pensez-vous de la proposition de dialogue, la All Anglophone General Conference portée par le cardinal Christian Toumi, qui jusqu'ici n'a jamais prospéré? Plusieurs dates ont été avancées de la tenue justement de cette sorte de conférence nationale dans la région du Sud-Ouest, à Boya précisément, et à Bamenda même par après. Mais jusqu'ici, le gouvernement n'a jamais donné l'autorisation pour la tenue de cette All Anglophone General Conference. Pourquoi, selon vous, le gouvernement est si réticent justement à ces initiatives qu'on va dire privées pour tenter de trouver une solution à cette crise? D'un point de vue personnel, je soutiens toute initiative qui peut décrisper l'atmosphère. Décrisper l'atmosphère, merci, ou qui peut mettre fin au moins à la violence. Je ne comprends pas très bien pourquoi le gouvernement a peur de cette conférence-là, peut-être parce qu'il n'arrive pas à la contrôler. Je suis de ceux qui pensent que les gens doivent se parler, même si ça n'apporte rien, que les gens doivent se parler. On peut être surpris d'où la solution vient, mais les gens doivent absolument se parler. Vous savez, vaut mieux avoir une conférence, une All Anglophone Conference qui ressort avec une résolution, disons, nous, présents à cette conférence, nous voulons la sécession, et d'avoir affaire avec cette situation, plutôt que de suspecter que ce dialogue ira vers cette direction et de l'étouffer. Au fait, on donne place à beaucoup plus de crispation, on donne place à beaucoup plus de violence sur le terrain, on donne place, on laisse libre cours aux réseaux sociaux pour développer des théories, comme vous le faites avec votre question, qui n'ont plus rien à voir avec, peut-être plus rien à voir avec ce que initialement les conférenciers voulaient atteindre. Mais je pense que le cardinal Toumi est un grand homme d'État, est une personnalité morale. Et en tant que tel, et pour tout ce qu'il a fait pour ce pays, je pense qu'il a démontré pendant toute sa vie jusqu'à présent qu'il était au service de la nation. Et je ne comprends pas très bien cette crainte du gouvernement par rapport à cette conférence-là. Revenons à l'Assemblée nationale. Si on se souvient que le SDF a, lors de certaines sessions du Parlement, organisé ce qu'il appelait le blocus à l'Assemblée nationale notamment pour qu'on inscrive la question de la crise, ce qu'on appelle crise anglophone aujourd'hui, à l'ordre du jour pour qu'on en discute tout au moins. Lors de son discours d'ouverture de session, hier, lundi, le président de l'Assemblée nationale a grandement parlé de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun avant de tenser un tout petit peu les organisations internationales, leur rappelant que le Cameroun était un État souverain. Est-ce qu'on ne se trompe pas effectivement de combat en s'attaquant à l'étranger, en rappelant qu'on est souverain et autres, plutôt que de résoudre la question sur le terrain? Pour revenir justement à la question précise, est-ce qu'on peut avoir l'assurance avec vous, aujourd'hui, c'est pas vous qui établissez peut-être le programme à l'Assemblée nationale, qu'on discutera de cette question lors de cette session? Écoutez, je sais qu'il y a des tractations en cours pour que ce débat arrive à l'Assemblée. Je suis personnellement très déçu. J'ai un sentiment un peu mitigé, je dirais. Déçu, pourquoi? Parce qu'il aurait fallu que le Parlement européen prenne une position sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest pour que le Parlement camerounais se réveille. Et j'ai peur, et c'est pour ça que je suis triste, j'ai peur que cet exercice ne se résume
qu'à une réponse du Parlement européen. Et je crois que le discours du président de l'Assemblée nationale lors de l'ouverture de la session de juin était clair là-dessus. Il y avait plus de place pour remettre les partenaires du Cameroun à leur place que pour les Camerounais qui meurent tous les jours dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc si l'exercice, c'est pour taper sur la tête de l'Union européenne, ça sera sans moi. Si l'exercice, c'est pour demander au ministre de la Défense, donc le président Paul Biya, de décréter un cessez-le-feu unilatéral, je danserai sur tous les toits et je serai présent. Est-ce que le SDF, justement, est prêt? Est-ce qu'on peut s'attendre, je vais demander ça comme ça, à ce que le SDF organise encore une sorte de blocus à l'Assemblée pour qu'on discute de la question? Vous ne pensez vraiment pas que je vais vous donner une réponse à cette question devant vos caméras, et même en off? On reste à l'Assemblée, effectivement, Joshua aussi. Au-delà de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, d'autres questions dont parlent les Camerounais au quotidien, notamment de cette crise, on va dire, post-électorale, n'a pas été évoquée lors de la dernière session de l'Assemblée nationale, ce qui laisse certains Camerounais un peu interrogateurs sur les démarches, justement, dans cet hémicycle de Ngouaïkele. Alors moi, je ne sais pas de quelle crise post-électorale de vous la parlez. crise qui est née justement de ce que un parti politique de l'opposition appelle le hold-up électoral, discuter tout au moins de la question pour essayer de trouver une solution de manière à décrisper l'atmosphère actuelle avec ces marches, les arrestations, la répression et autres. Écoutez, ce parti politique, plutôt que de suspecter que ce dialogue ira vers cette direction et de l'étouffer. Au fait, on donne place à beaucoup plus de crispation, on donne place à beaucoup plus de violence sur le terrain, on donne place, on laisse libre cours aux réseaux sociaux pour développer des théories, comme vous le faites avec votre question, qui n'ont plus rien à voir avec peut-être plus rien à voir avec ce que initialement les conférenciers voulaient atteindre. Mais je pense que le cardinal Toumi est un grand homme d'État, est une personnalité morale. Et en tant que tel, et pour tout ce qu'il a fait pour ce pays, je pense qu'il a démontré pendant toute sa vie jusqu'à présent qu'il était au service de la nation. Et je ne comprends pas très bien cette crainte du gouvernement par rapport à cette conférence-là. Revenons à l'Assemblée nationale, Joshua. Si on se souvient que le SDF a, lors de certaines sessions du Parlement, organisé ce qu'il appelait le blocus à l'Assemblée nationale notamment pour qu'on inscrive la question de la crise, ce qu'on appelle crise anglophone aujourd'hui, à l'ordre du jour pour qu'on en discute tout au moins. Lors de son discours d'ouverture de session, hier, lundi, le président de l'Assemblée nationale a grandement parlé de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun avant de tenser un tout petit peu les organisations internationales, leur rappelant que le Cameroun était un État souverain. Est-ce qu'on ne se trompe pas effectivement de combat en s'attaquant à l'étranger, en rappelant qu'on est souverain et autres, plutôt que de résoudre la question sur le terrain? Pour revenir justement à la question précise, est-ce qu'on peut avoir l'assurance avec vous, aujourd'hui, ce n'est pas vous qui établissez peut-être le programme à l'Assemblée nationale, qu'on discutera de cette question lors de cette session? Écoutez, je sais qu'il y a des tractations en cours pour que ce débat arrive à l'Assemblée. Je suis personnellement très déçu. J'ai un sentiment un peu mitigé, je dirais. Déçu, pourquoi? Parce qu'il aurait fallu que le Parlement européen prenne une position sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest pour que le Parlement camerounais se réveille. Et j'ai peur, et c'est pour ça que je suis triste, j'ai peur que cet exercice ne se résume qu'à une réponse du Parlement européen. Et je crois que le discours du président de l'Assemblée nationale lors de l'ouverture de la session de juin était clair là-dessus. Il y avait plus de place pour remettre les partenaires du Cameroun à leur place que pour les Camerounais qui meurent tous les jours dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc si l'exercice, c'est pour taper sur la tête de l'Union européenne, ça sera sans moi. Si l'exercice, c'est pour demander
au ministre de la Défense, donc le président Paul Biya, de décréter un cessez-le-feu unilatéral, je danserai sur tous les toits et je serai présent. Est-ce que le SDF, justement, est prêt? Est-ce qu'on peut s'attendre, je vais demander ça comme ça, à ce que le SDF organise encore une sorte de blocus à l'Assemblée pour qu'on discute de la question? Vous ne pensez vraiment pas que je vais vous donner une réponse à cette question devant vos caméras, et même en off? On reste à l'Assemblée, effectivement, Joshua aussi. Au-delà de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, d'autres questions dont parlent les Camerounais au quotidien, notamment de cette crise, on va dire, post-électorale, n'a pas été évoquée lors de la dernière session de l'Assemblée nationale, ce qui laisse certains Camerounais un peu interrogateurs sur les démarches, justement, dans cet hémicycle de Ngouaïkele. Alors moi, je ne sais pas de quelle crise post-électorale De vous la parlez. crise qui est née justement de ce qu'un parti politique de l'opposition appelle le hold-up électoral, discuter tout au moins de la question pour essayer de trouver une solution de manière à décrisper l'atmosphère actuelle avec ces marches, les arrestations, la répression et autres. Écoutez, ce parti politique a un député à l'Assemblée nationale. Oui. Il ne revient pas aux députés du RDPC, aux députés du SDF, de porter cette question, de tabler cette question-là. Ce député, malheureusement, le MRC n'a pas de groupe parlementaire, donc c'est relativement difficile d'exister sans groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est presque impossible, mais ça serait mal... En fait, nous, je vous ai dit, notre préoccupation aujourd'hui, c'est la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Et nous mettons toute notre énergie là-dedans. Et je pense que ça serait malvenu et que le SDF n'a pas pu obtenir un débat public sur le nord-ouest et le sud-ouest et commence à courir après un débat public sur ce que vous appelez une crise post-électorale. Alors, au-delà justement de l'enjeu sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, Joshua aussi, quels peuvent être les autres enjeux de cette session de juin qui vient de s'ouvrir? Budgétaire. Elle sera budgétaire. Je pense que les autres enjeux, c'est si le corps électoral n'est pas convoqué. Si le corps électoral est convoqué, vous savez que le Parlement sera fortement diminué, parce que tous les députés qui voudront renouveler leur mandat devront aller vers la base plutôt pour refaire passer les primaires pour ceux qui ont des primaires ou négocier les investitures pour ceux qui ont des investitures, etc. Notre position, c'est qu'il ne peut pas avoir d'élection. Et dans ce cas-là, nous espérons que le président de la République vous comprendra le peuple camerounais, qui a une guerre au nord-ouest et au sud-ouest, et que c'est ça qu'on doit arrêter en ce moment, et que 8 régions sur 10 ne peuvent pas aller à une élection locale. Et dans ce cas-là, on sera occupé à l'Assemblée nationale avec des lois portant mandat des conseillers municipaux qu'il faudra changer parce que sinon ils seront dans l'illégalité dans quelques semaines ou dans quelques mois, etc., etc. Donc il y aura une forte activité parlementaire, je pense, au mois de juin, ce qui n'est pas souvent le cas. Et puis aussi, nous espérons que le gouvernement va respecter la nouvelle loi portant régime financier de l'État pour qu'il y ait le débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale, ce qui devrait avoir lieu en juin. Donc vous voyez qu'on sera très, très, très occupé pendant ces 30 jours. Et si jamais on va sortir par là, Joshua, aussi, le corps électoral venait être convoqué, serez-vous candidat à l'élection législative? Écoutez, pour l'instant, j'y pense pas encore. Je vous ai dit, je l'ai dit à la nation tout entière en sortant de l'élection présidentielle que je mets toute mon énergie et mon cœur à essayer de trouver une solution à la violence dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, pour l'instant, je ne pense pas à des mandats, je ne pense pas à toutes ces choses. Essayer de trouver la solution, c'est également être à l'Assemblée pour Bien tenter sûr, de faire donc, bouger les choses. Si le corps électoral est convoqué, j'aurai cette discussion. Une décision. J'aurai cette discussion avec ma base, principalement, et ensuite je prendrai cette décision, mais ce n'est pas une priorité. Merci infiniment à vous, Joshua, aussi, d'être venu à cette émission de Parole d'Homme. 90 minutes sont passées. On n'a pas vu le temps aller. Merci infiniment d'être venu. Merci beaucoup et je souhaite une très agréable soirée à tous les téléspectateurs qui nous ont regardés. Merci. Madame, Messieurs, merci d'avoir été avec nous ce soir. Passez une belle soirée et à très bientôt.
avec un nouvel invité. Bonsoir.